Il est 8h42 et 40 minutes sur Studio Kalita et nous avons le plaisir, comme chaque mercredi, d'accueillir dans notre studio le docteur Daniel Guggenheim. Bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors on va vous demander de parler comme d'habitude plus près du micro pour qu'on vous entende bien et qu'on entende bien ce que vous avez à nous dire d'important sur le plan économique et social. Et ce matin, bien entendu, nous en parlons depuis plusieurs jours et nous allons en parler encore jusqu'à la fin de la semaine. Nous allons nous focaliser autour de ce qui se passe sur le plan international, ce fameux sommet international qui va se tenir autour de la mémoire de la Shoah, du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, en présence de plusieurs dizaines de chefs d'État. On en parlait tout à l'heure avec le professeur Emmanuel Navon. Et bien entendu, on ne peut pas s'empêcher de parler, nous en parlions également avant-hier avec Colette Avital, de justement des rescapés, de ce que l'on appelle les rescapés, qui veulent souvent s'appeler les survivants de la Shoah, et de leur situation économique et sociale aujourd'hui en Israël. Colette Avital nous disait que cela s'était amélioré considérablement au cours des dernières années, qu'il y avait eu près de 5 à 6 milliards de shekels qui avaient été alloués à toutes sortes de manière d'améliorer les conditions de vie, ou en tout cas les dernières années de vie de ces rescapés de la Shoah. Alors, quel regard vous portez sur leur situation économique et sociale ? Oui, d'abord, c'est vrai ce qu'elle a dit. Ah, pardon, il faut que vous appeliez. Voilà. Pardon. D'abord, c'est vrai ce que vous avez dit, que la situation et les sommes allouées se sont agrandies ces dernières années, justement pour permettre à ces gens, spécialement ceux qui sont économiquement faibles, de bien terminer leur vie. Maintenant, ce que nous essayons toujours de faire dans cette chronique, quand nous avons ce genre de sujet, c'est, comme vous venez de le dire aussi, de voir si on peut aider ces gens-là, et ça peut être ou nos auditeurs francophones qui nous écouteraient. Et dans la presse, ils ont parlé de la chose suivante. Il y a ce qu'on appelle la reshut HOA, c'est-à-dire l'autorité qui est chargée, dont sûrement ce que Colette Avital voulait dire, qui est chargée de répartir les fonds. Okay. Maintenant, il s'est trouvé que certaines personnes ne sont pas seulement des rescapés de la Shoah, mais sont des gens qui ont lutté, qui ont combattu contre les nazis. Maintenant, et souvent d'ailleurs, et c'est évident, ces gens qui ont combattu contre les nazis, à l'heure où on en parle maintenant... Ils ont moins de 90 ans. Exactement. 95 ans au moins. 90 ans au moins. Il y a eu, et justement, ils ont parlé d'un cas de quelqu'un qui avait 91 ans, parce qu'il a commencé à lutter à 14 ans, comme partisan. Pourquoi ? Parce que ses deux parents étaient morts, et il allait rejoindre le maquis. Et donc, c'est des gens ils sont très âgés, et ils ne savaient pas que même ayant à 14 ans lutté contre les nazis, ça lui donne le droit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quel droit ça ? On appelle, à part ce qu'on appelle les rescapés de Shoah, il y a une autre allocation que les gens ne connaissent pas qui s'appelle lutter contre les nazis. Ceux qui ont combattu les nazis ont le droit d'une allocation supplémentaire qui peut aller au minimum, et c'est une question de mensuel, de 2500 shekels jusqu'à 10 000 shekels par mois. Par mois ? Oui, ça dépend de l'invalidité qu'il a eue à cause de ce problème-là. Et c'est pas automatiquement. C'est-à-dire, s'il a été combattant, même s'il n'a pas été blessé ? 2500. 2500, ok. Ce monsieur, dont on a parlé dans la presse, et il a quelque chose qu'il en fait. Des gens sont venus l'aider et ils ont montré à la reshut HOA, donc il y avait cette possibilité aussi de faire. Et c'est pour ça qu'il a reçu cet argent supplémentaire. Et je ne sais pas quel est lui. Et alors les chiffres ont été annoncés. Il y a une possibilité d'obtenir cela rétroactivement ou pas ? Ça, je sais pas. Sûrement. Normalement, oui, mais je sais pas. Ça, c'est une question. L'article que j'ai vu ne parlait pas des choses rétroactives. Ouais. Et bien sûr, c'est très important. Vous vous rendez compte, je sais pas, par mois, encore que c'est pour ces personnes-là, souvent qui vivent seules, de toute façon, ça peut être important. Alors, donc ça, c'est pour coller, on va dire, d'une certaine manière à l'actualité, essayer de voir comment l'État d'Israël essaye d'aider au mieux, on va dire, les rescapés et même, dans le cas précis, donc les combattants contre les nazis. Alors, vous voulez nous parler dans un autre domaine, totalement un autre domaine. On va parler d'un rapport annuel de la compagnie Bezek sur les Israéliens et Internet. Alors, je suppose qu'il y a certaines conclusions qui sont tout à fait intéressantes, n'est-ce pas ? Oui, une fois par an, et ça a été juste hier, sûrement, comme je dis souvent, la veille de notre chronique, ils ont publié ce rapport annuel qui, certains données qui sont là-bas ne vous étonneront pas, mais certains m'ont étonné. D'abord, le nombre, c'est quoi ? Ils ont fait une enquête sur 1400 personnes depuis l'âge de 8 ans jusqu'à, comme on dirait, 77 ans, ça veut dire...
Alors, d'abord, combien de gens utilisent l'Internet en Israël? 6,6 millions. C'est énorme. C'est énorme. 9 gigas par jour en moyenne, ce qui est assez important. Oui. Maintenant, comme ça, très important par rapport à ce que les parents font par rapport aux enfants. 85% des parents limitent les enfants à 3 heures par Internet. Ok. 75% des parents regardent ce que les enfants regardent. C'est bien. Et vérifient qu'il faut. Maintenant, quel est l'âge? 75% vérifie. Vérifie. Oui. Quel est l'âge au moyen auquel un enfant reçoit en Israël un smartphone? 10 ans. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné par rapport l'âge moyen. L'âge moyen de. Dire quoi, l'âge moyen, il y a des gens qui reçoent que. Il y a des gens qui reçoivent à 3 ans. Non, ça, je sais. Ils ont commencé à 8 ans l'enquête, comme je vous ai dit. 8 ans, oui, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est. Ça arrive vite alors. Et 30% des gens voient la télé par Internet. Ça veut dire, ça m'a aussi étonné. Maintenant, voilà. Concernant les applications connues de liens, WhatsApp, 91% des Israéliens possèdent WhatsApp. Font WhatsApp. Le deuxième, c'est Facebook. C'est étonnant parce que si on se réfère au monde religieux, en général, il n'a pas WhatsApp. La population orthodoxe rarédite n'a pas de WhatsApp. Les hommes. Les femmes, je peux vous dire. Ah oui, les hommes. Tout ce qui est pour. Ça, vous m'apprenez quelque chose. Puisqu'elles doivent travailler, donc elles doivent avoir un rapport avec leur entreprise, ils ont des autorisations pour ça, oui. Ok. Et ensuite, même ceux qui travaillent, les gens qui travaillent dans la vie active des Haredim, il y a une partie des gens qu'on appelle les Haredim Ovdim, ceux qui travaillent, eux aussi, une partie, à mon avis, ont WhatsApp, parce que sinon, on peut pour avoir WhatsApp, il faut avoir un téléphone Chacham. Oui, un téléphone caché. Oui, mais Chacham. Chacham, pardon, Chacham, quand vous dites intelligent. Intelligent, oui. C'est-à-dire un smartphone. Voilà. Et donc, pour avoir un smartphone, il faut avoir une autorisation assez spéciale chez les orthodoxes. Ouais. C'est un autre sujet qu'on ne va pas rentrer dans le truc. Et attends, 55% utilisent le Facebook et très loin, et c'est surtout les gens plus âgés. Après, 52% Instagram, c'est les jeunes, et les tout petits, oui. Et les tout petits, c'est 6% TikTok. Ah oui. C'est des gens, mais plus c'est pour les petits enfants, ça je ne savais pas. Maintenant, il paraît que les parents aiment beaucoup mettre les photos de leurs enfants dans l'internet et les enfants et il faut le savoir, les enfants, surtout la jeunesse, attendent à ce que les gens regardent et envoient ce qu'on appelle des likings. C'est pour eux très très important de voir qu'ils sont regardés et ça peut faire des problèmes aussi psychologiques. Deux derniers chiffres très importants à donner. Moi, ça m'a étonné. 47% regardent Netflix. Ah oui, c'est important. Vous savez que quand Carlos Ghosn a été pris au Japon, alors la première question qu'on lui a posée à la conférence de presse, c'est est-ce que vous allez raconter dans Netflix votre aventure, comment vous êtes enfui du Japon au Liban. Et très important, ça m'a étonné, 82% des Israéliens utilisent le online, c'est-à-dire l'Internet, pour faire leurs achats. Surtout dans les vêtements. Et ce chiffre m'a énormément étonné. Ah oui, ça veut dire utilise, oui, ces réseaux, d'accord. Donc ça m'a étonné. C'est beaucoup plus. 82%, c'est important. Et c'est, à mon avis, c'est déjà la première voie dont on a parlé souvent ici, pour ce qu'on appelle le porte-monnaie électronique. Oui. On va irrémédiablement vers cela, puisqu'on a parlé ensemble de l'absence de mezoumanim, de plus en plus de cash. Et je vous ai parlé aussi, sûrement vous vous rappelez dans une dernière chronique, la fin des cartes de crédit. Voilà. Le mois prochain, en février, vous allez avoir des montres Garmin. Vous connaissez les montres Garmin? Non. Vous pourrez acheter avec vos montres Garmin, vous appuierez sur le bouton et ça sera le fait que vous donnez de l'argent. C'est une montre qui est de luxe apparemment et qui est intelligente, comme vous dites, et on appuiera, ça sera une façon de virer l'argent aux propriétaires, aux vendeurs. Aux vendeurs. Et donc ça remplacera les cartes de crédit. Il faudra s'y habituer. Voilà. Alors, tout cela nous amène aussi à un développement dont on a déjà parlé ces dernières semaines, c'est le mauvais temps en Israël qui persiste. On peut dire que c'est un été extrêmement pluvieux. Un hiver, pardon, oui, évidemment. Un hiver extrêmement pluvieux et bien entendu avec à chacune des vagues de perturbations, on voit des problèmes et des conséquences souvent dramatiques et parfois extrêmement graves au niveau des coûts des accidents et on va dire des dégâts causés par les eaux. Alors, il y a eu des décisions concernant les compensations que les Israéliens allaient pouvoir obtenir.
Oui, voilà. Il y a eu les dégâts, comme vous l'avez dit, ont dépassé ce qui était normal. Vous savez, surtout à Nahar, il y a des centaines de personnes qui ont perdu leur magasin, qui ont perdu leur asakim, on dit en hébreu, leur activité. Et ça, c'est un très, très grand problème. Maintenant, la Reshut Shuk Ahon, donc, qui est chargée de tout ce qui est assurance, a dit qu'ils ont reçu 4500, les compagnies d'assurance ont reçu 4500 pour l'instant demandes, et de l'ordre de 130 millions de shekels. Ça, apparemment, ça sera couvert par les assurances. Il a donné un ordre aux compagnies d'assurance d'aller très vite pour payer ce qui était dans le contrat d'assurance. Maintenant, ce qui est problématique est ce qui n'est pas dans le contrat d'assurance. Oui. On n'avait pas ce qui n'est pas non plus le repart des villes, et il y a des choses au milieu. Alors, il y a eu 2 actions qui ont été faites de la part du gouvernement qui a demandé d'envoyer un budget très rapide de plusieurs dizaines de millions de shekels. Et aussi, la commission de finances elle-même a demandé de faire passer des budgets pour ça. Donc, j'espère que les gens seront rapidement indemnisés à ce niveau. Et puisque apparemment, ce n'est pas non plus le dernier mauvais temps qu'on a pour cet hiver. Ok. Alors, vous allez m'expliquer ce qu'il se passe chez Psagot, qui était une des caisses importantes, on va dire, qui s'apprête à payer 70 millions de shekels pour non-versement de sommes dues. Alors, il s'agit de sommes dues à qui ? Voilà. Nous avons fait une croisade, ces 2 dernières chroniques, concernant les compagnies d'investissement qui ne payent pas aux gens ou à leurs héritiers ce qu'il faut. Maintenant, il y a quelque chose de très... une affaire déjà de 2012 qui a été maintenant sans doute acceptée par les tribunaux, c'est-à-dire c'est le compromis qu'a accepté Psagot. Qu'est-ce qui s'est passé ? Psagot, donc, qui gère presque 200 milliards de shekels, avait dans les années, vers la fin des années 2000, des milliers de personnes qui avaient chez eux de l'argent concernant surtout qu'on a parlé des coupons de Guémel, mais aussi de l'assurance vie. Par définition, l'assurance vie, c'est si vous mourrez, c'est pour donner aux héritiers ou à ceux que vous avez marqués, les ayants droit. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont envoyé une lettre, ils disent. Qu'ils ont envoyé une lettre pour dire, voilà, il y a d'après ce qu'on voit, ça va vous appartenir, venez récupérer l'argent. Mais ils n'ont pas fait, d'après ce que la justice a dit et d'après ce que ceux qui l'ont attaqué ont dit, n'ont pas fait assez de choses, parce qu'ils ont dit envoyer une lettre. Généralement, les gens peuvent quitter l'adresse, ça suffit pas, vous auriez pu faire plus. Vous avez même augmenté ce qu'on appelle les frais de gestion à ces gens-là et aux héritiers, peut-être qu'ils vous auraient quitté. Et donc, lui-même, il a accepté, c'est très important, de payer 45 millions de shekels aux gens et 15 millions de shekels pour les avocats. Je pense et j'espère que ce qui vient de se passer va faire que les compagnies d'investissement vont être de plus en plus pointilleux pour être sûrs que les ayants droit reçoivent l'argent qu'il faut. Eh bien, on espère, bien entendu. Et puis, nous allons terminer avec une amende pour la société Ambulonet. Alors, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, qui n'a pas respecté les contrats concernant les appels de détresse. Il y a en Israël une reshut, une autorité qui défend les consommateurs. Oui. Et elle voit surtout si les entreprises ne respectent pas les contrats vis-à-vis des clients, et surtout des clients qui sont souvent des gens qui sont faibles. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? Que cette compagnie Ambulonet, vous savez, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des appels de détresse, c'est-à-dire surtout quand on ne peut pas se débrouiller tout seul ou qu'on a peur, alors on peut appuyer et un médecin ou l'ambulance ou des choses comme ça peut venir ou téléphoner ou venir voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Et quand ils arrêtaient d'utiliser ces appels de détresse, ils demandaient aux gens qui avaient fait ça de ce qu'on appelle en Israël de mebitoul. Tu arrêtes, tu dois me payer. Or, ce n'était pas marqué dans le contrat. Ils ont fait payer quelque chose qui n'était pas marqué dans le contrat. Et donc, cette organisation, comme je dis, l'autorité a dit, tu vas recevoir une amende de 400 000 shekels. Ah oui. Alors, c'est très important, au-delà de ça, vérifiez toujours si, dans le contrat que vous avez signé par rapport au prestataire de service, ce qu'il vous demande est inscrit dans le contrat. Il n'a pas le droit de demander au-delà de ce qui est marqué dans le contrat. Eh bien, Dr Daniel Guggenheim, merci beaucoup. Je crois qu'on a été complet cette fois-ci. On a eu le temps de parler de tous les sujets que vous aviez souhaité aborder. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio ce matin et bonne fin de semaine.